Gestern enseigne la langue et la littérature à l'université. En 2013, elle avait publié aux éditions Arléa, Eux sur la photo, un premier roman remarqué, lauréat de nombreux prix littéraires, puis chez ce même éditeur, Portrait d'après blessure, L'odeur de la forêt, Un vertige, L'eau qui dort. Mercredi 27 avril 2022, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Hélène Gestern à l'occasion de la publication de son nouveau roman 555 aux éditions Arléa. Bonjour à tous, merci de votre présence. Je suis ravi, la librairie Ombre Blanche est ravie d'accueillir Hélène Gestern pour son dernier livre, 555. Alors, une rapide présentation de son parcours. Elle vit et travaille à Nancy en tant qu'enseignante-chercheuse à l'université, où elle est rattachée, vous me dites si je dis des bêtises, à un laboratoire spécialisé dans l'étude du lexique. Elle coanime à Paris une équipe de recherche et un séminaire consacré aux écrits personnels, qu'il s'agisse d'autobiographies, de journaux ou de correspondances. Côté roman, Eux sur la photo, on parlait de témoignages, enquête menée par deux personnages à la recherche de l'histoire de leurs parents à partir de quelques photographies. Il y a eu ensuite Portrait d'après blessure, qui a obtenu le prix Erckmann-Chatrian et prix Culture et Bibliothèque pour tous. Vous vous interrogiez sur le droit à l'image. Ensuite, L'odeur de la forêt, encore une enquête menée par une historienne de la photographie à propos des lettres et de l'album photographique d'un soldat de la Première Guerre mondiale. L'eau qui dort, publié en 2018, qui raconte l'histoire d'un représentant de commerce disparu sans laisser de traces. Armen, essai biographique autobiographique autour de la vie de l'écrivain arménien Shahnshanour Armen Lubin, en fait, c'était son nom français. Qui parcourt les thèmes de l'exil et de l'écriture et qui a obtenu le prix Charles Houlmeau et qui a été également finaliste du prix Femina Essai. Concernant les dernières parutions, il y en a eu 2 cette année. Oui, ça s'est trouvé un peu, pas par hasard, mais ça s'est trouvé en même temps, finalement. D'accord. C'est une bonne chose ou c'est... Non, c'est une très bonne chose, mais il a fallu préparer les épreuves des 2 livres en même temps. Ça, c'était un peu sportif. D'accord. Alors, il s'agit de Femmes dans la guerre, des témoignages, encore une fois inédits, de femmes sur la Seconde Guerre mondiale, aux éditions du Mot-Conduit. Et donc, ce fameux 555 a obtenu le Grand Prix RTL Lire. Eh bien, la toute première question, le titre est énigmatique, vous l'avez choisi ainsi, mais je vais vous demander malgré tout d'éclaircir l'énigme pour les gens qui ne l'ont pas encore lu. 555 comme... Voilà, 555 quoi, en fait, c'était toute l'idée. D'ailleurs, je m'étais dit, en proposant le manuscrit avec mon beau 555 dessus, je m'étais dit, ça va pas passer. Et c'est passé, j'étais ravie. Alors, 555, c'était votre premier choix, c'était évident dès le départ. Oui. Et là, j'aurais bataillé ferme. Il n'était pas question que ça s'appelle, je sais pas quoi, la sonate perdue. Ouais. Non, c'est pas envisageable. Donc 555, parce que c'est le nombre de sonates de Scarlatti qui ont été inventoriées par un claveciniste américain qui s'appelle Ralph Kirkpatrick. Donc lui en a inventorié 555. On pense qu'il y en a plus. On sait maintenant qu'il en existe et on en a même retrouvé qu'on peut vraiment attribuer à Scarlatti. Mais Kirkpatrick, quand il a fait son grand inventaire, il est arrivé à ce chiffre-là, 555. C'est un très beau chiffre. Alors parfois on me dit, est-ce que c'est 666 moins 111? Et là, je suis bien obligée de répondre que non, pas du tout. C'est 555 comme le nombre de sonates de Scarlatti. Et c'est d'ailleurs le nombre de sonates de Scarlatti qui ont été gravées par Scott Ross sur la grande intégrale Erato. Alors, votre rapport à la musique, on n'en vient pas à Scarlatti comme ça. Vous étiez mélomane au départ. Vous avez été, je ne sais pas si ce sont vos parents qui vous ont initié à la musique dite grande. Non, ce ne sont pas mes parents. C'est monsieur qui est devenu mon meilleur ami, qu'il est toujours, que j'ai rencontré à la fac. Et c'est lui qui m'a fait découvrir beaucoup de choses du répertoire que je ne connaissais pas, parce que je ne connaissais quasiment rien du répertoire.
et qui m'a fait découvrir en particulier Scarlatti. Et ça a été le coup de foudre, la révélation, le grand amour. Vous savez, vous avez Claudel derrière son pilier, vous avez moi derrière la chaîne hi-fi de mon ami. Et c'était un peu la même illumination. Et c'était un petit CD, c'était une compilation qu'Erato avait faite de la grande intégrale, donc il y avait 13 sonates, et moi je n'avais de cesse de posséder celle qui restait, sauf que j'en avais pas du tout les moyens, parce que ça coûtait pas à l'époque les CD le prix que ça coûte aujourd'hui, puis pour un budget d'étudiante, une intégrale de 32 CD, c'était pas possible, quoi. Donc je vivais comme ça dans l'espoir fou d'arriver un jour à acheter cette intégrale, ce que j'ai fini par faire à force de travailler et d'économiser. Et là, voilà, j'ai passé quasiment 2 ans à n'écouter que ça. Et puis j'ai continué à l'écouter. Et puis ça m'a toujours accompagnée, toujours. Et vous sauriez expliquer ce qui vous séduit autant dans ce compositeur ? Pas du tout, parce qu'en plus, j'ai aucune culture musicale, donc je suis absolument pas capable de théoriser les choses. Je peux dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Par exemple, j'ai beaucoup d'amour pour Jean-Sébastien Bach, mais comme je dis toujours, Bach, c'est le mariage de raison. C'est le mariage de raison, voilà. C'est l'être indispensable avec qui on fait sa vie au long cours. Mais Scarlatti, c'est la passion. Et je sais pas pourquoi il y a des compositeurs qui nous tombent dessus, mais je suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui ont des relations comme ça très passionnelles avec certains compositeurs. Je sais que certaines personnes, c'est Richard Wagner, par exemple. Bon, moi, j'entends Wagner, je me lève et je ferme la radio. Mais vraiment, je peux pas. Je peux pas. Wagner me déborde de tous les côtés. Ça m'étouffe. Je n'y arrive pas. Ça veut pas dire que Wagner n'est pas un grand musicien. Ça veut dire que je suis pas capable de l'aimer, tout simplement. Et Scarlatti, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est comme si chaque note avait été écrite pour me plaire, en gros. Donc, à partir de là, on se laisse aller, quoi. C'est une drogue dure, mais comme il n'y a pas trop d'effets secondaires, on se laisse aller assez facilement. Et il allait de soi que vous écririez un jour sur Scarlatti ? Justement, non, ça n'allait pas de soi. En même temps, si. Oui et non. On fait des réponses en même temps, c'est un peu à la mode. Quand une chose a pris autant de place dans une vie, c'est à peu près inéluctable qu'on finisse par écrire dessus un jour, ça c'est certain. Après, il y avait le problème de l'absence de distance, parce que la musique de Scarlatti était tellement intégrée à ce que j'étais que j'avais absolument pas le recul pour en parler. Puis c'est pas évident de parler de la musique, c'est pas évident de décrire la musique parce que on l'aime. Alors qu'est-ce qu'on va dire ? C'est beau, c'est superbe, c'est magnifique, c'est somptueux, c'est extraordinaire. Puis une fois qu'on a fait le tour un peu du dictionnaire des synonymes, ça pose une vraie question, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on écrit sur la musique, comment on raconte la musique, quand en plus on n'a même pas les connaissances techniques qui permettraient de nommer certaines choses. Vous n'êtes pas musicienne vous-même, on l'a bien compris. Non, je ne suis pas musicienne du tout. Je ne saurais même pas jouer au clair de la lune sur un piano, quoi. D'ailleurs, j'évite de toucher les pianos parce que j'ai l'impression que je vais les abîmer en les touchant, donc je regarde d'autres gens en jouer, mais moi je ne joue pas du piano. Et donc j'étais dans cet entre-deux un peu étrange. Et puis un jour, j'ai eu cette idée. Que se passerait-il ? C'est un peu mon fantasme secret, quoi. Que se passerait-il s'il y avait d'autres sonates ? Et comment est-ce que la communauté des musiciens réagirait ? Alors évidemment, dans le roman, c'est très passionnel. Je ne sais pas si dans la vraie vie, ce serait aussi passionnel, parce que Scarlatti n'est pas aussi connu, en tout cas pas aussi populaire que Bach ou que Mozart. C'est sûr, si on retrouve une partition inédite de Mozart, alors là, on entendra... Effervescence. Voilà, en 2024, on en entendra encore parler. Bach aussi, mais pour d'autres compositeurs, Handel, Scarlatti, quand on retrouve des choses, il n'y a pas cet affolement, quoi. Donc là, j'en ai un peu, pour les besoins de la cause romanesque, et j'ai un peu amplifié la possibilité d'aventure, de réaction, de convoitise que pourrait provoquer le surgissement d'une sonate inconnue. Donc j'avais cette idée de la sonate qui pourrait réapparaître. Et vous l'avez vue quand, cette idée-là ? Justement, j'en parlais l'autre jour avec une amie à moi. Et c'était pas peut-être 2017, 2018, et j'en avais parlé. Je dis, tu sais, j'ai eu une idée. Parce que des fois, on se raconte, elle est avocate, mais elle est écrivaine aussi, comme moi. Donc on se raconte nos histoires d'écrivaine, en fait. On se raconte les idées qu'on a. Je lui avais dit, j'ai eu une idée. Je disais surtout, c'est un grand secret. Alors, elle savait, puis mon meilleur ami savait.
Mais en même temps, on peut avoir une idée. Une idée ne suffit pas à faire un livre. Hein. Peut-être qu'une idée, l'idée que j'avais eue, c'était au fond la cristallisation du désir d'écrire sur la musique. Voilà, j'avais trouvé une porte d'entrée qui était d'imaginer une sonate supplémentaire. Puis après, c'est un livre qui a eu plein de hauts, de bas, de ruptures, d'arrêts, de choses contraintes et forcées que j'ai repris, abandonnées, repris, réabandonnées, etc. à un point tel que je me suis demandé... Mais dans votre tête ou déjà c'était sur votre clavier ou sur votre cahier? Non, il y avait une partie qui était écrite. Mais pour un ensemble de raisons dont la plupart ne dépendaient pas du tout de ma volonté, je ne pouvais pas avancer. Et puis quand on abandonne un projet longtemps, c'est compliqué de le reprendre. Et puis à plusieurs reprises comme ça, puis j'avais commencé... J'avais écrit une première version quasi complète bien avant la pandémie, quoi, peut-être en 2018, 2019. Ah bon, vous imaginez tout ce qui est tombé là-dessus, parce qu'entre-temps, je m'étais occupée de la biographie du poète arménien, qui a eu la bonne idée de paraître 2 jours après le confinement, c'est-à-dire qu'en fait, ce livre n'a pas paru. Enfin, techniquement, il a paru dans des librairies fermées. Et quand on fait une biographie et qu'elle est morte-née, on a intérêt à avoir un bon psychanalyste. Voilà. Oui, pardon? Je dis que quand on fait une biographie et que le livre est mort-né, on a intérêt à avoir un bon psychanalyste. Voilà. Et alors ce déclic, l'issue de ce cours, pas de ce cours, l'issue qui vous a conduite à ce livre que nous avons là, puisque vous dites pendant un moment vous vous y cassiez les dents. Il y a des choses que je ne peux pas raconter ici parce qu'elles concernent une personne autre que moi, donc je ne suis pas en mesure je vais pas trahir ses secrets. Enfin, disons qu'il y avait quelque chose qui dépendait de cette personne. Et il y a eu, on attendait une nouvelle qui pouvait être bonne ou moins bonne, et la nouvelle a été bonne. Et à partir du moment où la nouvelle a été bonne, là, aucun problème. Voilà. Je regrette, je ne veux pas faire de mystère, mais comme ça ne me concerne pas moi, Mais à propos de mystère, ce livre repose sur un mystère, puisqu'il s'agit... Alors, ça a été présenté, je ne sais pas si vous appréciez ce qu'en ont dit certains journalistes, comme une enquête dont le détective serait le lecteur. Ça vous va comme formule, ça? Ah, c'est pas mal du tout. Bon, dans les faits, avec mon narcissisme boursouflé d'écrivain, je sais très bien que la patronne, c'est moi. Donc c'est pas le lecteur, vous voulez dire? Voilà, c'est pas le lecteur. En revanche, ce que je peux faire, c'est faire de la place au lecteur pour que lui ait l'impression de mener l'enquête en même temps que les personnages. Ça, c'est tout à fait possible. L'écriture rend ça possible. Donc oui, ça me va bien comme définition. Et le déclic, ça a été cette idée d'enquête, justement, parce qu'on pouvait imaginer... un travail sur Scarlatti qui passe pas par une intrigue quasi policière. Oui, alors effectivement, la question s'était posée. Je crois qu'à un moment donné, j'avais même eu une espèce de grand fantasme secret de faire... parce que de temps en temps, j'écris des gros livres comme ça qui s'étalent sur des générations. Et dans la lignée de l'odeur de la forêt, je me voyais presque faire comme ça, paf, une traversée du baroque en Espagne, en Italie, au Portugal. Puis après, je me suis un petit peu calmée parce que je travaille et que j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour écrire. Et puis parce que les événements étant ce qu'ils sont, comment vous dire, être enseignante pendant la pandémie de Covid-19, c'était pas la situation la plus rigolote. Enfin, aucune situation n'était rigolote, mais les gens me disaient parfois très gentiment « Oh, tu vas en profiter, tu vas nous écrire un beau livre. » Bah, j'aurais bien aimé, mais enfin, quand on est scotché 8 heures par jour derrière son écran à parler à des petites cases Zoom où les gens n'allument même pas la caméra, c'était pas ça. Donc, à un moment donné, j'ai revu mes ambitions à la baisse, côté fresque historique, puis aussi... parce que j'avais pas assez de culture pour soutenir la gageure. Enfin, sur d'autres choses, je peux me lancer dans des grandes enquêtes, etc. Mais là, j'allais vraiment en terrain trop inconnu. Donc, ça aurait supposé que je passe encore 2 ou 3 ans à lire, à faire des recherches, à construire. Et je n'avais matériellement pas le temps. Donc, après, j'avais quand même cette idée, mais qui est un fantasme, de devoir ressurgir comme ça des sonates et puis de les entendre jouer pour la première fois. Donc je me suis accrochée à cette idée-là, et j'ai eu une autre idée, c'était de faire raconter l'histoire par des personnages différents. Mais
Oui, ce qui est le cas. Voilà. Mais tout en la faisant progresser. C'est-à-dire pas leur faire raconter 5 fois la même chose, comme on trouve dans certaines structures romanesques, mais chacun parle à tour de rôle, mais entre la prise de parole du personnage, du premier personnage et du deuxième, il s'est écoulé 15 jours ou 3 semaines où il s'est passé des choses. Donc il faut arriver à faire en sorte que le lecteur devine à travers le chapitre qui est consacré au personnage ce qui s'est passé. Donc en fait, il y avait un gros système d'implicite à mettre en place. C'était très compliqué. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est le plus compliqué sans doute, d'imaginer ce que le lecteur peut deviner ou pas. Puis moi, il fallait que je trouve des moyens d'introduire dans les dialogues, dans les scènes, des indices sur ce qui s'était passé. Vous faisiez lire au fur et à mesure ou ça se passait entre vous et vous ? Alors, je faisais lire à une amie qui a lu le début et qui lisait, mais qui lisait pas vraiment par chapitre, c'était des morceaux plus grands que je lui donnais à lire. Puis quand j'avais des difficultés, j'en avais très très souvent, j'allais à la piscine. Parce qu'il fut un temps où toutes les piscines de ma ville n'étaient pas effondrées ou fermées ou en travaux. Donc, et puis, il n'y avait pas la pandémie. Donc, on pouvait encore aller nager. Donc, j'allais à la piscine et j'avais ma difficulté en tête. Et l'idée, c'était que quand je ressortais du bassin, la difficulté devait être résolue. Donc, je réfléchissais. En même temps, c'est pas mal parce que c'est un chouette sport, la natation, mais enfin, on a quand même intérêt à avoir une vie intérieure assez riche parce que aller, retour, sachant que le minimum, c'est 1 kilomètre. Hein, donc, voilà. Donc, je réfléchissais souvent à ça. C'est pour ça aussi que ça m'a pris un temps infernal. Parce que j'avais très souvent des problèmes comme ça, d'incohérence, d'introduire telle et telle chose. Des fois, j'ai dû faire des petites tricheries. Normalement, ils prennent tous la parole dans un ordre identique. Et sur un des tours, j'ai dû inverser. Parce que ça ne marchait pas. Je n'y arrivais pas. On ne se rend même pas compte. Voilà. Donc je me suis dit qu'après tout, c'était mon livre. Je faisais comme je voulais. Que si j'avais envie d'inverser 2 personnages, je les inversais. Bon, après, plus sérieusement, ça renvoie aussi un peu au fait que quand on crée des structures romanesques, il ne faut peut-être pas non plus devenir prisonnier de sa propre mécanique. L'idée, c'est pas une horloge suisse, un roman. C'est pas l'Oulipo non plus. Voilà, c'est pas l'Oulipo. C'est exactement ça. C'est pas l'Oulipo. C'est-à-dire que cette structure-là, elle était là pour faire avancer une intrigue, permettre de mener l'intrigue à bien. Après, s'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, on inversait l'ordre de 2 chapitres. C'était pas catastrophique non plus. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'on se met finalement dans des complexités qui parfois sont trop grandes et on a une bifurcation. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'accroche à la complexité ou est-ce que justement on prend un chemin de traverse pour ne pas s'obstiner. Donc des petits problèmes comme ça, j'en ai eu en fait énormément. Vous les avez résolus. On va parler de ces divers personnages, mais tout à l'heure, vous avez prononcé le mot, je crois, de recherche, de documentation. Oui, je sais, quand ça vous aurait amené trop loin. Néanmoins, dans son état actuel, ça suppose qu'il y a eu un vrai travail de documentation, de recherche. Oui, j'ai un petit peu travaillé quand même. Donc j'ai lu sur Scarlatti, mais il n'y a pas énormément à lire parce que l'essentiel de sa vie est inconnu. Et l'objectif du roman, c'était absolument pas de faire une biographie imaginaire de Domenico Scarlatti. C'est-à-dire que les différents éléments de sa vie dont les personnages discutent, c'est les éléments qui sont connus par les très peu de témoins qui ont pu raconter quelques éléments de sa biographie. Qui sont souvent des récits de seconde main qui ont été recueillis au XVIIIe siècle. On sait vraiment pas grand-chose de lui. Et puis j'ai une amie musicologue qui m'a beaucoup aidée. Donc je venais avec des questions en fait sur l'écriture musicale parce que ça j'étais pas capable de la formuler. Et puis je disais, tu vois, dans cette sonate là, tu vois là à ce moment-là il se passe ça. Elle me disait oui, ça s'appelle une dissonance. Puis elle m'a expliqué des choses qui faisaient que l'écriture musicale de Scarlatti était reconnaissable parce qu'en fait Scarlatti il est italien et il a été le maître de musique de l'infante Maria Barbara de Bragance, de l'infante du Portugal. Parce qu'à l'époque, un musicien ne pouvait vivre que dans la protection de grands mécènes, alors où il devenait maître de chapelle, et le cantor, un Bach, où ils suivaient un prince, ils appartenaient à la cour d'un prince, et puis c'est comme ça qu'ils arrivaient à composer leur œuvre.
Et on ne sait pas ce qui s'est passé entre Scarlatti et Maria Barbara, mais il y a eu une amitié, visiblement, qui allait très au-delà de leur statut respectif, parce que si on veut aller par là, elle, c'était une reine, et puis lui, c'était un domestique, quoi. C'était un musicien, mais c'était quand même... Mais leur relation, visiblement, est une relation beaucoup plus égalitaire que ça. Elle l'aimait beaucoup, elle a même fait verser une pension à ses filles à sa mort, parce qu'il avait tout dilapidé en dettes de jeu. La légende dit même qu'elle payait ses dettes de jeu. Et elle était extraordinairement douée. Donc une des hypothèses, c'est qu'il a composé des sonates aussi difficiles parce qu'il avait une virtuose en face de lui, qui était au moins aussi douée que lui, et qu'en fait, les sonates, qui s'appellent des exercices en italien, étaient composées pour finalement tester les limites de la virtuosité de Maria Barbara de Bragance. Donc il y aurait eu finalement une émulation extraordinaire entre une interprète exceptionnelle et un compositeur surdoué qui pourrait expliquer ça. C'est le peu qu'on sait. Donc, comme il a vécu en Espagne, c'est là où je voulais en arriver, c'était qu'elle a épousé le roi d'Espagne, et tout le monde est parti à Séville. Il s'est retrouvé en Espagne et il a beaucoup aimé ce pays. Et il y a un certain nombre de motifs musicaux espagnols qu'on peut entendre dans sa musique, et notamment un certain nombre d'effets qui sont directement inspirés du jeu de la guitare, qui était l'instrument roi en Espagne. Donc mon amie musicologue, j'ai la voir comme ça, on mangeait, on se faisait un petit café, puis elle se mettait au clavecin, et puis elle me disait, ça, tu vois, c'est un tétracorde descendant, je vais te montrer. Et elle me montrait. Donc j'ai pris des leçons de musique, si vous voulez aller par là, des leçons d'analyse musicale avec elle, ce qui a permis de rendre les discussions, parce qu'il y a quelques discussions justement quand ils discutent entre eux pour savoir si la sonate peut être authentique ou pas, donc qui a permis de rendre les discussions à peu près crédibles, mais l'idée c'était pas de faire non plus un traité de musicologie. Et pour la lutherie c'était pareil. Et là, je dois dire que sur ce point précis, je remercie la chaîne YouTube. Sur le point de la lutherie, vous dites ? Oui, parce qu'au milieu de l'océan innommable de bidules qu'on peut voir sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui travaillent le bois, qui se filment en train de travailler. Donc il y a des vidéos de charpentiers. Moi, je pourrais regarder ça pendant des heures. C'est complètement névrotique. Et il y a des vidéos de luthiers. Donc il y a des vidéos de luthiers qu'on voit faire des violons comme ça, de A jusqu'à Z. Donc j'en ai regardé vraiment un certain nombre pour comprendre comment ils faisaient. Puis après, j'ai lu des traités de lutherie aussi, parce qu'il y a quand même une petite terminologie technique. Mais en même temps, c'est pas un travail où on se dit « Ah tiens, je vais prendre un traité de lutherie ». On fait ça au fil de l'eau, on prend des notes, on y revient, on réfléchit. C'est pas, on bachote pas. C'est une espèce d'assimilation très lente comme ça. C'est pour ça que ça prend autant de temps. Et c'est important parce que justement, si on bachote et que les lecteurs ont l'impression, ou que soi-même, pire encore, on a l'impression qu'on replace dans les livres des espèces de morceaux d'érudition artificielle, c'est catastrophique. Il faut éviter ça à tout prix. Vous l'avez parfaitement évité. Et sans vouloir vous flatter, vous parliez de virtuosité. On peut établir le pont entre la virtuosité du musicien et la virtuosité de l'écrivaine. Ça vous a peut-être pas échappé, j'en sais rien, ou votre modestie doit en souffrir. Ça m'a complètement échappé. Mais disons que à partir du moment où on écrit sur Domenico Scarlatti, on n'a pas le droit d'être nul. Ça, sur ce point-là, nous sommes d'accord. Et à propos de Scarlatti, du personnage, du personnage historique, du musicien, une de ses particularités, c'est que ses œuvres les plus importantes ont été écrites à la fin de sa vie, enfin la dernière partie de sa vie. Alors, on ne sait pas, en réalité, on ne sait pas quand il les a écrites, mais on sait quand il les a publiées. Donc on a quelqu'un qui... ils sont tous musiciens dans la famille. Alessandro Scarlatti, très très grand compositeur. Vous connaissez peut-être le Stabat Mater d'Alessandro Scarlatti, compositeur d'opéra. Donc le fils suit les traces du père, il compose des opéras qui sont des commandes, évidemment. Et de l'avis de tous ceux qui l'ont entendu... Très oubliable, hein. Les opéras de Domenico Scarlatti, en gros, pas fracassant, il n'a pas le talent du père. Et puis, il part pour suivre Maria Barbara. Ça va quand même l'occuper toute sa vie, hein, d'être le maître de musique de Maria Barbara à partir d'un certain âge. Il avait 27 ou 28 ans quand il l'a rencontrée. À partir de là, il ne compose plus rien.
Il ne se produit pas en public, ou alors dans des espèces de joutes privées, parce qu'il y a des témoignages, mais c'est pas comme aujourd'hui Paulini ou Martha Argerich qui vont faire un concert, jamais. Et puis, à quasiment 50 ans, comme ça, coup sur coup, il publie des volumes et des volumes et des volumes de sonates. C'est-à-dire que les 555 sonates paraissent en l'espace de 5 ou 6 années. Et c'est des copies qui sont aux armes de Maria Barbara de Bragance. Donc c'est même pas des copies qui sont faites pour être commercialisées. Des copies privées, réalisées aux armes de la reine. Alors évidemment, il y a un musicien anglais qui est complètement fou de Scarlatti, qui s'appelle Roseanne Grave, qui fait copier des sonates, qui les fait jouer à Londres, qui fait diffuser les partitions. Et puis, Farinelli aussi était à la même cour, donc connaissait très bien Scarlatti. Donc il y a une diffusion, mais c'est même pas quelqu'un qui, par exemple, a travaillé à sa propre gloire, absolument pas. Alors, est-ce qu'il a composé ses sonates toute sa vie durant et qu'à un moment donné, il a fait copier la totalité? Est-ce qu'il s'est trouvé dans une espèce de surexcitation créatrice extraordinaire et qu'effectivement, dans une certaine époque de sa vie, il s'est mis à composer comme un fou? On ne sait pas, on n'a que des légendes, des choses qui se racontent, mais que nul ne pourra jamais vérifier. C'est qu'il jouait apparemment beaucoup, il avait plein de dettes et qu'il était capable de composer une sonate en une nuit pour rembourser une dette de jeu. Voilà, c'est le genre de choses qu'on raconte sur lui. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vraiment on ne sait rien. Puis là, on n'a plus la possibilité de savoir quoi que ce soit. Le tremblement de terre de Lisbonne a fait le ménage, donc pas de documentation. Et on a finalement, il n'a pas une correspondance très nourrie. Il n'y a pas eu de biographe officiel, donc on ne sait quasiment rien. C'est du miel, ça, pour un auteur. C'est pas mal, mais en même temps, il fallait quand même justement faire attention à ne pas céder à la tentation de romancer, parce que je ne suis pas dans ce genre qui s'appelle, je ne sais plus comment, l'exofiction, je crois, où on prend un personnage réel pour lui prêter une vie. Je voulais rester relativement en retrait de ça. C'est pas le cœur du livre. Le cœur du livre, c'est l'amour que les gens ont pour sa musique. C'est ça le vrai moteur du livre. Alors, le cœur du livre et le début du livre, alors expliquons-le en quelques mots. Grégoire Coblence, qui est un ébéniste associé avec le luthier dont vous parliez, découvre en défaisant la doublure d'un étui de violoncelle une partition. Et là, je vous laisse raconter la suite parce que je ne veux pas trop en raconter. Il découvre une partition. Et il est comme moi, il est illettré de la musique, mais il est très mélomane. Il se dit « Oh, une partition !» Donc, il va frapper à la porte de son ami luthier. Il l'invite à déjeuner et puis il lui dit « Regarde ce que j'ai trouvé dans un étui à violoncelle. » Le luthier regarde, partition pour clavecin. Déjà, le luthier, il n'aime pas le clavecin, c'est normal, il est luthier. Et puis, il est italien, il dit encore une des sonates poussiéreuses là, qui n'a aucun intérêt. Et ça ne l'intéresse pas, parce que le luthier, il est dans les dettes de jeu. Donc, lui, il a un gros souci, c'est comment vais-je rembourser mes créanciers. Donc, la vieille sonate poussiéreuse que lui apporte son ami, là, ça doit être un truc inintéressant. Mais comme son ami insiste beaucoup et qu'il lui doit quelques services, il cède à son insistance et par une relation, il obtient un rendez-vous avec une très grande claveciniste qui s'appelle Manick Terzian et qui accepte de les recevoir, les deux messieurs, avec leur partition. Elle joue la partition devant eux. Et elle a tout de suite le doute parce qu'elle a joué Scarlatti toute sa vie. Et le menuisier, qui n'est pas musicien mais qui est mélomane et qui est un fondu de Scarlatti, il a le doute aussi. Donc en voilà deux déjà qui ont le doute. Et à partir de là, c'est là qu'il va y avoir effervescence parce que la nouvelle va filtrer, mais il va y avoir un petit cambriolage dans l'atelier et hop, plus de partition. Et c'est là que le milieu musicologique se met en ébullition. Alors justement, ce milieu, parlons-en. Vous n'êtes pas très tendre avec lui. Le milieu du musicien, on sent des rivalités, on sent des aigreurs, on sent... Oui, c'est pas la méthode rose. Non, c'est pas la méthode rose. Alors après, dans mes musiciens, il y en a des gentils, il y en a des moins gentils, il y en a des pas gentils. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais vous ne cachez pas certaines noirceurs. Non, parce que quand je les entends parler à France Musique tous les matins, mais qu'est-ce que c'est dur. Je veux dire, il commence, j'ai un enfant en France au conservatoire, à 8 ou 10 ans, il passe déjà des auditions. Je veux dire qu'ils sont sous la férule des concours en permanence. Et quand ils deviennent vraiment interprètes,
c'est des sacrifices. Ils sacrifient quand même leur adolescence, ils sacrifient leur jeunesse. Ils travaillent tout le temps. J'ai été voisine d'un pianiste, mais la quantité d'heures travaillées derrière un piano, c'est hallucinant. Et puis, dans un monde où il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, donc il y a cette pression infernale des concours qui sont des espèces de couperets terribles, parce que franchement, quand on écoute le 3e ou le 4e ou le 5e ou le 6e du concours Chopin, enfin, c'est tous des pianistes géniaux. Alors évidemment, j'entendais l'autre jour ce qu'avait joué Martha Argerich à son concours Chopin en 64. Évidemment, il n'y a qu'une Martha Argerich, mais ça ne veut pas dire que les 3 ou 4 autres qui arrivent derrière elle sont nuls. Mais il n'y aura qu'une lauréate, ou il n'y aura qu'un lauréat du concours Chopin. Donc il y a une vraie dureté. Puis je pense aussi que c'est un peu comme pour être écrivain, mais pour faire ce métier-là, il faut avoir un grain. Un grain ? Ah oui, il faut avoir un grain, parce que qui peut accepter en conscience comme ça de sacrifier l'essentiel de sa vie pour se mettre derrière un instrument ou pour se mettre derrière un piano ou derrière un clavier, de vivre sous pression tout le temps. Non, c'est quand même... Enfin, c'est des métiers, l'écriture aussi. Mais moi, ça m'intéresse ce que vous dites sur l'écriture. C'est-à-dire, vous estimez que vous avez un grain parce que vous passez votre temps derrière votre clavier. Oui, mais on se condamne... Mais vous ouvrez des mondes. Oui, mais on se condamne quand même à des vies de... Je ne vais pas vous jouer le numéro de l'écrivain désespéré. Je trouve ça déplacé. Si on le fait, c'est parce qu'on aime ça. Je ne vous dirai jamais « Oh, je souffre ouais. », ça m'énerve. Mais il n'en demeure pas moins que à un moment donné, quand vous êtes dans l'écriture de certains livres, vous ne faites plus que travailler. Parce que je veux dire... Sans plaisir ? Pas sans plaisir, mais je veux dire que moi, le temps que j'ai pour écrire, c'est entre 5h et 7h du matin. Donc ça veut dire se lever à 5h tous les matins, écrire, partir faire sa journée de travail. Bon, inutile de vous dire que je ne vais pas danser en boîte après, quoi. Donc la plupart du temps, à 8h30 ou 9h, je suis au lit, ce qui fait que je sors très très peu. Mais vous n'aimez pas ça, les boîtes ? J'aime pas ça, les boîtes, mais de temps en temps, j'aime bien voir mes amis, aller au concert, aller au restaurant. Mais bon, la plupart du temps, je suis quand même un peu fatiguée pour faire ça. Et puis le week-end, on fait les corrections, les choses en retard, etc. Et c'est quand même une grosse... Et vous avez compris, malgré tout, pourquoi vous le faisiez ? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que quand on arrête, quand on essaye d'arrêter et puis de faire comme tout le monde, il y a quelque chose qui manque et puis on est malheureux, puis on est tellement malheureux. Mais alors ce qui manque, c'est quoi ? Parce que j'entends ce que vous me dites et je le comprendrais d'autant mieux si vous parliez de vous-même directement. Vous me suivez ? Or, vous passez par la fiction. Oui, mais je vais pas je me vois pas écrire un essai pour dire oh là là, comme c'est dur et fou d'être écrivain, parce que je crois qu'il y a des milliards de personnes qui l'ont fait bien mieux que moi avant moi. Si je devais écrire un essai, aujourd'hui, ce serait plutôt sur le monde du travail, qui, je pense, implique une forte réflexion sur ce que c'est devenu, sur comment ça fonctionne. Je suis sûre qu'on ferait un sondage dans la salle, aucun d'entre nous n'est épargné. Quel que soit notre métier, quel que soit notre grade, quel que soit notre salaire, quel que soit le niveau de l'échelle sur lequel on se situe, c'est dramatique. Le monde du travail est devenu quelque chose d'ignoble et de catastrophique. Et bon, je ne suis pas ici pour ça, mais enfin, la situation... Mais c'est noté, c'est pas faux. La situation qu'on est en train de vivre, y compris sur le plan beaucoup plus général, elle a beaucoup à voir avec une population qui est abîmée par le travail et une autre partie de la population qui n'en a pas. Parce qu'on en est là, quoi. Bon, je referme cette parenthèse. Donc, je vais pas écrire là-dessus, mais je pouvais m'imaginer ce que c'était que la vie de sacrifice d'un musicien. Je pouvais très très bien me l'imaginer, tout ce que ça impliquait. Et c'est vrai qu'à ce stade-là, on s'en sort pas par la gentillesse. Et c'est aussi une chose qu'on voit dans le milieu universitaire. C'est pas comme dans Starsky et Hutch, c'est pas toujours les gentils qui gagnent à la fin. Milieu universitaire ou milieu littéraire ou les deux ? Le milieu littéraire est assez différent, mais il y a quelques analogies. Et avec le monde de la musique aussi, c'est des métiers d'ego fort. Alors quand c'est des métiers d'ego fort, c'est compliqué parce que déjà les égos ont tendance à s'affronter. Par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup de théâtre dans mon job, quoi. Certaines réunions où on discute de choses, franchement, d'une importance très limitée, et ça donne lieu à des réactions super passionnelles, parce que tout devient une affaire personnelle. Bon, on dit, mais calmez-vous, quoi. C'est pas si grave. Mais bon, on sent que la température monte vite. Et puis, c'est des milieux où il y a très peu de place. Par exemple, aujourd'hui, un jeune maître de conférence dans ma discipline qui postule dans une fac parisienne, il y a 100 dossiers qui arrivent pour un poste. 100 dossiers. Et ça veut dire quoi ? Que les 99 autres, ils sont nuls ? Certainement pas.
mais ça veut dire que les 99 autres, ils n'auront pas le poste. Donc, ça, au bout d'un moment, malheureusement, il peut y avoir, chez certaines personnalités, une espèce d'âpreté qui fait qu'on veut y arriver à tout prix. Et quand je dis à tout prix, c'est à tout prix. Et ça peut, ça peut instiller chez des gens qui ne sont pas du tout méchants par ailleurs, ou ça peut instiller comme ça une forme de dureté, ça peut instiller une forme de concurrence. Alors, tout le monde n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans ces milieux comme ça, que ce soit les écrivains ou les universitaires ou les musiciens, j'allais dire, on se retrouve un peu avec des gens qui nous correspondent et qui ont le même degré d'ambition ou d'absence d'ambition, très exactement, qui font que c'est un peu plus calme. Mais on croise des personnalités. Enfin, moi, j'ai vu des gens se comporter pendant des jurys de thèse d'une manière honteuse. Enfin, j'ai vu des gars là qui étaient tellement sûrs de leur pouvoir, qui ont humilié une candidate quasiment jusqu'à la faire pleurer, et qui, une fois que la personne est partie, étaient presque à se dire « Vous avez vu ce que je lui ai mis ?» quoi. Et moi, je me rappelle le visage livide d'une jeune femme à qui j'essayais de poser une question simple, qu'elle ne sorte pas de cette salle en ayant l'impression qu'elle avait pu répondre à rien. Elle était tellement tétanisée de peur qu'elle n'arrivait plus à me répondre. Mais on a envie de les poussés par la fenêtre du rez-de-chaussée. Enfin, certains. Alors, attention, ne généralisons pas. Il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait corrects et qui éthiquement se comportent très bien et qui ont des relations tout à fait régulées avec ça. Hein. On ne va pas caricaturer. Mais de temps en temps, on croise certains individus qui donnent quand même un échantillon de ce que peut donner une forme à la fois de convoitise, d'âpreté et de difficulté quand elle est appliquée à un niveau très très fort. Et ça peut transformer les êtres d'une manière qui est pas très positive. Alors, mais heureusement, et bon, dans le roman il y a ça aussi. Il y a des gens, par exemple, la claveciniste Manu Terzian. Justement, voilà, vous parlez effectivement à ma place. Non, mais allez-y, parce qu'effectivement, chaque fois, il y a les deux aspects. Ce ne sont pas des personnes d'une seule pièce. C'est ça. Mais elle, par exemple, c'est une femme qui a trouvé son équilibre. Donc, elle a été cette musicienne exigeante. Simplement, chez elle, il n'y a pas eu cette âpreté qui a tout éteint. Et elle a trouvé son salut par l'enseignement, parce qu'elle a aimé enseigner, elle a aimé transmettre, et ça lui a permis finalement de sortir un peu de cette spirale de solitude. Et elle s'occupe beaucoup de la carrière de sa petite nièce Alice. Mais quand on fait sa connaissance dans le roman, c'est pas une femme qui apparaît comme spécialement sympathique. Elle leur tape pas dans le dos à ces deux visiteurs. Et c'est petit à petit qu'on va se rendre compte que c'est une femme qui est plutôt... qui a ses faiblesses, qui a ses vulnérabilités et qui s'est construite sur une série d'épreuves. On pourrait dire la même chose de Joris de Jong, le collectionneur. Le collectionneur, oui, c'est pareil. Et au départ, il est quasi détestable. Et puis... Au départ, il est quasi détestable. Et puis en fait, on se rend compte qu'il n'est pas si détestable que ça, que c'est quelqu'un qui a eu une épouse et qui s'est beaucoup plus occupé de ses collections que de son épouse. Et puis maintenant que son épouse n'est plus là, il le regrette amèrement. Il est trop tard. Donc c'est un grand veuf, c'est un grand chagriné. Ces personnages, ils viennent d'où ? C'est des puzzles de rencontres ou Oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça. C'est des gens qu'on a croisés, qui se mêlent à des figures... public éventuellement, qui se mêle à des traits de personnalité qu'on a pu observer chez soi ou chez autrui. Donc il y a beaucoup de ça dans les personnages, et c'est vrai que tout à l'heure j'ai donné un exemple terrible, mais heureusement, c'est ce que je vous dis, dans mon milieu, tout le monde n'est pas comme ça, Dieu merci. Et il y a 1001 manières justement de se comporter, et il y a 1001 manières de trouver l'équilibre par rapport à ça. Et puis il y a aussi des gens, on ne sait pas d'où ils sortent, ils sont d'une intrinsèque gentillesse, et on se dit mais ils vont jamais survivre, et puis ça va très bien. Et on ne sait pas comment ils arrivent à passer à travers tout ça avec leur intrinsèque gentillesse. Alors c'est la petite nièce, c'est Alice qui, elle, elle est pleine de joie de vivre, elle joue, elle ne se pose pas de questions, elle y va, etc. Puis tout va bien, les portes s'ouvrent, tout va bien. Donc c'est ça qui est dans un roman, enfin dans l'écriture d'un roman, c'est ça qui est intéressant, c'est justement de donner une forme de chair aux gens,
mais en évitant le piège de la caricature, en évitant le piège du stéréotype total. Il y a toujours un peu des stéréotypes dans les romans, mais le piège du stéréotype total et le piège du monolithe. Parce que la personne, l'affreux dont je vous ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas quelle est son histoire à ce monsieur-là. Peut-être qu'il s'est fait lui-même humilier et puis que maintenant, peut-être qu'il a très fièrement conquis sa place et puis que maintenant qu'il a du pouvoir, il éprouve une sorte de besoin d'en faire monde. Peut-être qu'il n'est pas bien dans ses baskets parce que pour se comporter comme ça, il ne faut pas nécessairement être bien dans ses baskets. Peut-être qu'il y a une faille quelque part. Donc évidemment, si j'en faisais un personnage de roman, c'est ça que j'essaierais de creuser, quoi. C'est la faille. Alors, il n'est pas question de révéler le fin mot de l'histoire, mais je peux dire à travers tous vos personnages que l'amour mène le bal. Oui, mais je crois que dans la vie, de manière générale, l'amour mène le bal tout le temps. Je veux dire, sans amour, on n'est rien. Rien du tout. Il n'y a rien qui soit essentiel comme ça. Alors on peut dire si, l'argent, la nourriture, bien sûr. Mais bon, ça, j'allais dire, on s'en arrange avec du plus, du moins, des bons jours, des moins bons jours. Mais bien sûr, c'est l'amour qui nous pousse. Alors l'amour des gens, l'amour pour les gens, l'amour des choses, l'amour pour les choses, l'amour des animaux, l'amour qu'on a pour les animaux. Tout ça fait un tout. Mais je crois qu'une fois que cette lumière-là est éteinte, il n'y a plus rien, quoi. Et il y a l'amour aussi des violons. Moi, j'ai découvert des tas de choses pour les néophytes comme je suis. J'ai pu pénétrer, et je suis sûr de bien d'autres lecteurs avec moi, dans un univers qui m'était étranger, où des violons sont considérés comme des joyaux. Bon, on sait les Stradivarius et autres, mais Carnaudi, par exemple, j'avoue, alors je suis peut-être une culture folle, je connaissais même pas. Non, alors celui-là, je l'ai inventé parce que justement, je me disais, si je dis des trucs sur un Stradivarius ou un Amati, ou je vais dire une ânnerie, donc celui-là, je l'ai Je me suis dit, mais quel inculte tu connais pas. Non, pas du tout. Alors lui, il est clairement fictionnel, mais le rapport avec les instruments, c'est pareil, quand on entend les instrumentistes en parler, j'entendais en début de semaine que Régis Pasquier, qui a, je crois, un Stradivarius ou un Guarneri, je ne sais plus, bref, il va le remettre dans le circuit pour qu'un autre musicien le joue, parce qu'il a 76 ans et qu'il estime que voilà, il est temps qu'un plus jeune musicien puisse profiter de cet instrument. C'est un geste que je trouve magnifique. C'est un geste d'amour. C'est un geste d'amour. C'est joli de dire le joue. C'est comme ça qu'on joue un violon. Oui, et enfin, j'ai trouvé ça très beau. Et puis, il se trouve que la vie étant ce qu'elle est, après la parution du livre, j'ai fait la connaissance d'un collectionneur de clavecins. Tout arrive. Et donc, je suis allée visiter la collection. Et j'ai vu des instruments qui sont à tomber par terre, quoi. Et entre-temps, j'ai fait aussi la connaissance d'un claveciniste. Donc, j'ai emmené mon ami musicologue et claveciniste chez le collectionneur de clavecins. Et on se retrouve à un moment un peu hors du temps, comme ça, où le claveciniste a joué les barricades mystérieuses de Couperin sur un clavecin contemporain. Et comme il n'avait pas la partition, le collectionneur lui a dit « Je crois que j'ai ce qu'il te faut ». Il a sorti une partition qui n'était pas la partition originale, mais qui était une partition manuscrite d'époque. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. C'est curieux quand même, parce que la vie va beaucoup plus loin. J'aurais mis ça dans le roman, on a dit « Mais n'importe quoi ». Mais alors qu'en fait, ça se passe. Et quand on regarde ça, en fait, il est magnifique, ce collectionneur, parce que lui, son souci, c'est de faire vivre sa collection. Et justement, il n'arrête pas d'inviter des clavecinistes chez lui, parce qu'il ne veut pas avoir les instruments dans son salon pour les regarder. Donc, par exemple, Benjamin Allard, qui est en train de faire une grande intégrale Bach, eh ben, le clavecin sur lequel il a joué une partie de son intégrale, maintenant, je le connais. Je le connais personnellement, ce clavecin. Donc, c'est fou. Et effectivement, je pense que... Enfin, il y a plein de choses que j'aimerais refaire. Si j'avais une deuxième vie, il m'en faudrait 3 ou 4. Donc, dans cet ordre, menuisière, après jardinière, et puis après luthière. Et pas musicienne? Non, pas musicienne. Non, pas musicienne, parce que si j'avais été musicienne, je me connais un peu. J'aurais fait ça comme un des personnages du livre. J'aurais joué comme une malade. Je me serais rendue dingue. Et puis, au bout d'un moment, j'aurais craqué. Je connais mes limites.
Je vois. Alors, l'avantage de l'écriture, c'est que comme on n'a pas de concert, pas d'obligation de se produire en public, etc., quand vraiment il y a un truc qui ne va pas, ou quand on se sent en échec sur un projet, on met le projet de côté, on le met sous le boisseau, on peut même envisager quand on n'en vit pas. C'est pour ça aussi qu'avoir un métier... Déjà, mon métier n'est pas du tout alimentaire. Hein. C'est important pour moi, mon métier. Mais c'est aussi pour ça que même économiquement, avoir un métier, ça retire beaucoup de pression. Parce que quand vous ne vivez pas de votre écriture, vous n'êtes pas forcé à produire régulièrement. Par exemple, l'angoisse de la page blanche, je ne sais pas ce que c'est. J'ai tellement peu de temps pour écrire que quand j'ai du temps pour écrire, je ne me demande pas ce que je vais raconter, quoi. J'essaye d'avancer dans les 25 minutes ou l'heure que j'ai. Et du coup... On peut se permettre ce luxe-là, mais un concertiste, il ne peut pas. Un concertiste, il faut qu'il soit sur scène 50, 60, 75 jours par an, il faut qu'il soit toujours en train de répéter de nouveaux programmes, il ne faut pas qu'il se blesse, il ne faut pas qu'il ait un rhumatisme, il ne faut pas qu'il ait quelque chose. C'est vraiment des vies, je pense, avec une pression énorme. Et je pense que j'aurais fait ça à fond et que ça m'aurait détruite. Déjà, l'écriture, heureusement que j'ai un métier. Heureusement que j'ai un métier, ça me protège. Et j'ai pu constater ça autour de moi, chez des amis. Nos métiers, ils nous prennent du temps, mais ils nous protègent. Parce que ça peut devenir aussi quelque chose de... Comme tout métier qui engage une relation à l'autre, je pense qu'un des pires là-dessus, c'est comédien. Quand les gens vous aiment, c'est formidable, mais quand les gens vous aiment plus, quand les gens vous aiment pas, ou quand les gens vous oublient, ou quand votre carrière dépend de votre vieillissement. Pour une femme, c'est particulièrement cruel, quoi. Regardez les actrices, quand elles ont 50 ans, elles disparaissent du circuit. Tout à coup, on les voit plus, quoi. Et puis on les revoit 10 ans après. Mais il y a toute une période. Donc ça, c'est, je pense, extrêmement, extrêmement difficile. Et on ne peut pas avoir la force de croire que ce qu'on écrit ne dépend pas du regard des autres. Ah si, mais c'est pour ça qu'écrire demande un orgueil phénoménal et délirant. Je ne suis pas du tout quelqu'un de modeste, par exemple. J'aimerais bien l'être, mais je ne suis pas du tout quelqu'un de modeste. Non pas parce que je me balade avec une pancarte, je ne vais pas mettre un bandeau Miss RTL Lire, quoi. Hein, c'est pas ça. Je ne parle pas de mon œuvre du matin au soir. Mais je ne suis pas modeste en ce sens que quand je me lève le matin et que j'écris, par exemple, ou que je relis la page 24 d'un manuscrit qui en comportera 300, je le fais dans l'illusion que bien sûr mon éditrice elle sera d'accord pour publier ce livre et que bien sûr il sera publié, ce qui présuppose quand même d'être un peu fou parce que c'est un degré de confiance en soi qui est totalement anormal. Mais en gros vous êtes un peu dans la situation, vous savez, des fils de ferristes là qui tendent un fil entre deux immeubles à New York, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé, c'est un peu comme quand on est à la maximum de la vitesse autorisée sur l'autoroute, il ne faut pas freiner, quoi. Faut pas freiner parce que... Donc, à un moment donné, vous êtes dans le truc et puis vous vous dites, bah, tant pis, quoi, c'est parti, je vais aller jusqu'au bout. Et vous êtes en quelque sorte obligé d'y croire. Mais moi, c'est ça qui me fait peur dans ce métier-là. C'est la charge d'orgueil que ça présuppose. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un autre équilibre de vie et puis, à un moment donné, de se calmer avec ça parce que... Je suis désolée, par rapport à n'importe quel chirurgien ou infirmière ou en train de sauver la vie en ce moment de quelqu'un en Ukraine, bon, voilà, hein, il faut se calmer un peu dans son importance relative dans l'ordre du monde. Donc si, on est obligé d'avoir cette folie-là, on est obligé de se mettre dans sa bulle, on est obligé de ne pas penser à ce que les autres vont en penser, on est obligé de décider que ce sera bien et qu'on va le faire et que ça va être comme ça. Et ça, c'est quand je disais tout à l'heure qu'il faut avoir un grain, il faut avoir un grain. Il y a deux personnages, un réel, si mes renseignements sont bons, et un fictif, d'époque contemporain de Scarlatti. C'est Thomas, je vous laisse le prononcer parce que j'ai peur de déformer. C'est Rosengrave. Voilà, vous l'aurez bien mieux prononcé que moi. Et Amos Bloch. Oui. Ce dernier étant purement fiction, oui, fictif. Lui, il est absolument fictif parce que, comme dans tout beau roman d'énigmes, on emmène le lecteur ou la lectrice sur des fausses pistes. Et les fausses pistes permettaient de développer des micro-histoires. J'ai vu que dans la librairie, la grande, il y avait un grand rayon Georges Perec. Pour moi, par exemple, La vie mode d'emploi, c'est un modèle de livre parce que c'est ces poupées russes d'histoire emboîtées. Donc, ça me permettait de raconter aussi une histoire dans l'histoire.
Et ça me permettait de raconter une histoire dans l'histoire, où l'histoire, avec sa grande H, comme disait Pérec, justement, avait laissé sa trace. Parce que c'est difficile d'imaginer des personnages se mouvoir dans des époques, quelles qu'elles soient, sans envisager une seule seconde ce qu'était le contexte social, ce qu'était le contexte économique, ce qu'était le contexte politique. À partir du moment où on écrit ce genre de roman-là, il y a d'autres romans pour lesquels ça ne se vérifie pas du tout, mais dans ce genre de roman-là, moi j'aurais du mal à ne pas essayer, j'ai toujours cette tentation d'ancrer d'une certaine façon les personnages dans l'histoire. Donc celui-là, il était assez emblématique, parce que, bon, en plus, dans le même temps, je m'occupais donc de ces femmes dans la guerre, de ce recueil de témoignages que je n'ai pas écrit, que j'ai simplement transcrit et présenté. Et encore à côté, je m'occupais de toute autre chose, de l'édition des mémoires, du début des mémoires d'un collaborateur. Donc, comme je disais, c'était très éclectique, c'était résistance le matin, collaboration l'après-midi. Les mémoires d'un collabo, c'est une des choses les plus intéressantes que j'ai faites de ma vie. C'était pas très rigolo de se taper 1 an de lecture sur ce qu'avait été la montée ce qu'on a pu appeler le fascisme français. Les collabos repentis, ou collabos assumés? Collabo assumé, droit dans ses bottes, qui s'est présenté devant une cour de justice au risque d'être condamné à mort parce qu'il voulait répondre de ses actes en 1948. Collabo assumé, et justement, c'est ça qui est troublant, c'est de voir ce qui emmène un homme qui a des valeurs, qui est catholique, qui croit, qui dans sa relation avec ses ouvriers, parce qu'il est chimiste, parle quasiment comme un homme de gauche, mais qui, à l'époque, est anti-bolchevique, parce qu'on est anti-bolchevique. Et de voir sa trajectoire... disons qu'une des choses qu'on peut en dire, c'est que certains personnages qui ont monopolisé beaucoup d'espace ces derniers mois, leur rhétorique n'est qu'un copier-coller de celle de Jacques Doriot, avec quelques aménagements à la marge. Et c'était frappant. Non, mais je le dis sans plaisanter, c'est-à-dire qu'il y a des formulations vraiment qui sont reprises telles quelles. Donc c'était intéressant de voir tout ça, parce qu'on voyait aussi à quel point justement ce paysage politique de l'avant-guerre en France, il était extrêmement complexe, et à quel point la guerre est venue totalement redistribuer les cartes. J'ai pas pu le publier malheureusement, mais dans le témoignage, il y avait par exemple celui d'une jeune fille dont le père était collaborateur et qui avait emmené ses enfants en Allemagne, et qui s'est retrouvé ado avec ses 3 frères et sœurs en Allemagne. Et le père, comme il ne savait pas trop quoi en faire, il les a mis dans une Hitlerjugend. Et allez, donc, et puis c'est un Suisse qui plus ou moins les a pris sous sa protection. Enfin, vraiment des histoires de vie à la fois fascinantes, pour certaines dramatiques, pour certaines très heureuses. Donc je m'occupais de tout ça. Et forcément, tout n'est pas étanche, quoi. Donc ce qu'on fait d'un côté, et Amos Bloch, c'était un peu ça. Je veux dire, c'était la trace de cette grande guerre qui a détruit, de cette Seconde Guerre mondiale, qui a détruit tellement de destinées, et notamment les artistes juifs, ils ont payé un très très lourd tribut. Je ne sais pas si vous avez lu Austerlitz de Sebald. C'est un des plus beaux livres qui ait jamais été écrit au XXe siècle, je pense, et qui, entre autres choses, va raconter l'histoire de ces artistes qui étaient déportés au camp de Theresienstadt, mais il le raconte à sa manière, à lui, Sebald, c'est complètement envoûtant. Et voilà, ça s'est introduit dans le roman, et puis comme c'était là, c'est resté là. Très bien. Je me tourne vers vous. Si vous avez des questions à poser, je peux vous tendre le micro avec grand plaisir. Oui, madame. Je viens vers vous. Merci. Bonjour et merci. Je n'ai pas encore lu votre ouvrage, mais j'en suis impatiente et gourmande. Et je vous ai entendu sur France Musique. Donc, le hasard a voulu que je sois à Toulouse, et vous aussi, et dans ces conditions donc très privilégiées. Alors, je voulais vous dire 3 choses. Étant italienne, effectivement, en Italie, on appelle les sonates de Scarlatti les exercizi. Et donc, votre
idée concernant Maria Barbara de Bragance, pour laquelle il aurait écrit ces sonates qui se sont révélées éditées à la fin de sa vie, peut être effectivement compréhensible. La seconde, c'est que, en vous ayant entendu et sans avoir lu votre livre, je voulais vous demander si la musicienne qui est évoquée là-dedans, c'est pas vous. Ah, c'est une sacrée question. La musicienne, c'est-à-dire Manick Terzian ? Oui. Alors, c'est pas tout à fait moi. Enfin, elle est plus avancée en âge que moi. Mais par rapport à ce que disait Brice, c'est vrai qu'il y a des analogies, sans doute, dans la façon que je lui prête de travailler et dans la relation très exigeante qu'elle a avec la musique. Il y a sûrement des analogies dans ma façon de travailler et dans la relation un peu pénible que je peux avoir avec l'écriture aussi, parfois. Mais oui, c'est pas impossible, en effet. Puis je lui fais poser une question que je me pose aussi, et qui est une question importante, c'est celle du temps qui passe. Alors, elle est musicienne, donc forcément, le vieillissement va affecter son corps. Donc, en l'occurrence, elle a de l'arthrose qui la gêne pour jouer. Mais je me pose beaucoup la question de ce que devient l'envie d'écrire avec les années qui passent, avec un temps qui nous alourdit quand même pas mal, qui peut nous fatiguer, qui peut nous désabusé, qui peut nous mettre en face d'épreuves qu'on n'avait pas prévues. Comment est-ce qu'on les surmonte ? Est-ce que le réservoir à histoire se reconstitue ? Est-ce qu'on garde l'envie ? Est-ce qu'on garde la force ? Ça, c'est des questions que je me pose énormément. Et peut-être que j'ai effectivement transposé en elle. Enfin, je vais lire tout ça, bien sûr. Et la troisième et dernière question ou réflexion, dans votre travail universitaire, je crois, et donc au-delà de votre écriture et de votre passion monomaniaque pour Scarlatti, vous avez évoqué des personnages très noirs. Et si l'on écoute et lit des ethnologues sur comment on est devenu gentil depuis nos origines, on peut se rendre compte que si on remonte un peu à nos origines, je ne vais pas dire barbares ou voilà, eh ben on n'est pas gentil. Donc la gentillesse, c'est pas, enfin voilà, c'est génétique ou pas. Je dirais grossièrement, pour conclure par rapport à ces lectures-là. Voilà. Merci. Merci. Monsieur. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin de micro. Ah ben c'est parfait. Ah mais si, parce que nous enregistrons, monsieur. Merci. Bonsoir, j'ai lu votre livre avec beaucoup de plaisir et j'ai 2 questions à vous poser. La première question, c'est comment vous avez géré les différentes voix ? Il y a 5 voix dans le livre. Est-ce que vous écriviez la voix de Coblence du début à la fin ou est-ce que vous travailliez justement au fil de l'intrigue par chapitre en écrivant Coblence, puis Terzian, puis Luzinfarge, etc. C'est ma première question. La deuxième question concerne justement le travail des personnages. J'ai été frappé dans ces 5 voix par le fait que pour 3 d'entre elles, il me semble que les personnages sont plutôt équilibrés. J'entends par là qu'ils ont des qualités indéniables et aussi des défauts. Coblence, par exemple, c'est un bon garçon, mais il est complètement enfermé dans son passé et il n'arrive pas à avancer. On pourrait dire la même chose, sur des lignes différentes de De Jong et du luthier Albizon. En revanche, il y a 2 personnages qui me semblent moins équilibrés, qui sont Terzian et Luzinfarge, l'universitaire. On n'en a pas parlé encore ce soir, mais Terzian, il me semble très difficile de lui trouver des défauts. C'est un personnage qui est essentiellement positif, à mon sens. Il est très difficile de trouver des qualités à l'universitaire, dont le portrait est accablant. Alors, je sais pas si... C'est ma deuxième question. Je ne sais pas si c'était le but et pensé, sachant qu'on a du côté positif la musicienne, du côté négatif le musicologue.
Oui, c'est peut-être mon inconscient qui a parlé, mais je me dis, surtout si c'est enregistré, il faut quand même que je sois un peu modérée dans mes propos. J'ai plein de collègues archi sympas, sinon je ne serais pas dans ce métier encore. Mais c'est vrai qu'on croise de temps en temps des zozos qui sont rigolos à regarder. Et lui, par exemple, des zozos comme lui, j'en ai croisé 2 ou 3. Et je suis universitaire. Voilà. Donc, on a dû croiser les mêmes zozos. Souvent, ça me déconcerte un peu, parce que, des fois, c'est rigolo, hein, quand c'est dans des colloques, on les regarde un peu faire le show, etc. Mais quand c'est dans des instances, comme on en parlait tout à l'heure, quand c'est le recrutement d'un jeune collègue ou quelque chose comme ça, quand il y a des incidents sur la vie des autres, on trouve ça un peu moins marrant. Donc, souvent, je les observe un peu de loin, comme ça. Là, pour le coup, je suis pas gentille, quoi. Je fais exactement ce que je fais dire aux personnages. Je les observe façon entomologiste. Et lui, finalement, je lui donne plein de circonstances atténuantes, parce qu'il a eu une jeunesse vraiment pas rigolote, il a eu une adolescence encore moins rigolote, il s'est fait tout seul, sous le mépris de ses camarades. C'est vraiment le prolo qui allait étudier la musicologie à la Sorbonne à grand-peine, et son âpreté présente, c'est quasiment la contrepartie de ce qu'il a vécu. Et en même temps, c'est un gars qui est très lucide. Par exemple, il sait qu'il est un claveciniste nul. Il sait que les petites jeunes filles qui séduit comme ça, elles ne l'aiment pas, qu'elles cherchent à profiter de lui. Il sait qu'il est très bien dans son égoïsme et que finalement, il a complètement eu tort de se marier. Donc, il n'a pas sur lui-même un regard si complaisant. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de sa personnalité qui survalorisent, mais à certains moments dans le livre, on le voit quand même en difficulté. Et d'ailleurs, le collectionneur, il a compris tout de suite. Il dit, la faille de ce gars-là, c'est le narcissisme. Et c'est comme ça que je l'aurai. Donc, il n'est pas si... Je vais donner quand même quelques petites circonstances atténuantes. Mais c'est vrai que je me suis fait plaisir, parce que je trouve, de manière générale, qu'il y a une violence dans le monde du travail qui n'a pas toujours lieu d'être, et que 2-3 fois, j'ai assisté à des scènes où j'ai moi-même été prise à partie pendant mes soutenances de façon dure et injuste. Je le dis, pas du tout pour faire ma victime, mais dure et injuste, parce qu'il y avait des enjeux de pouvoir qui se jouaient au-delà de moi. Et je pense que justement, l'éthique de notre métier, c'est de se calmer un peu, et puis c'est de s'occuper des gens qu'on a en face de soi avant de vouloir poser son ego. Mais c'est difficile. C'est difficile, parce qu'en même temps, l'ego, c'est le moteur. Et Terzian, c'est marrant parce que tout le monde me l'a décrit comme quelqu'un d'éminemment sympathique, et moi, je ne la vois pas comme une femme a priori sympathique. En tout cas, elle n'est pas chaleureuse. C'est une femme qui est assez froide, qui est assez distante, qui est très efficace dans sa gestion des relations humaines. Les créditants sont relativement limités chez elle, et elle se connaît. Elle sait qu'elle aurait quand même tendance à être très dirigiste. Et par exemple, concernant sa petite nièce, à plusieurs reprises, elle se dit à elle-même, elle se dit, ne t'en mêle pas, c'est pas tes oignons, ne t'en mêle pas. Mais bon, elle peut pas s'empêcher quand même de mettre son grain de sel. Donc, mais ça, on s'en rend pas compte en écrivant. Et c'est vrai que c'est eux qui ont les 2 plus fortes personnalités, mais c'est eux finalement dont l'engagement est le plus absolu. Parce que lui, c'est un type abject, mais c'est un musicologue brillantissime, et ça, je ne lui retire pas du tout, du début jusqu'à la fin. Et elle, ma foi, elle a les problèmes qu'elle a avec son arthrose, mais elle reste une interprète passionnément engagée dans la cause scarlatiste, malgré tout ce qui a pu lui arriver dans sa vie, et à tel point qu'elle est prête à fermer les yeux sur tout, y compris sur une supercherie, parce qu'elle veut tellement que ce soit de lui la sonate qu'elle est prête à tout abdiquer. Je veux dire, même l'histoire de l'authenticité, etc. Donc ils sont un peu extrêmes, l'un et l'autre à leur manière, mais je pense qu'en même temps, des engagements pareils, parce que, je vais le dire quand même pour redorer un peu notre blason d'universitaire aux yeux du public, nous aussi on a notre grain, et c'est quand même des vies entières passées à travailler pour parfois, et c'est vrai qu'il ne faut pas trop y penser, mais quand on fait le ratio entre le temps qu'on passe à faire des choses et le nombre de lecteurs qui nous lisent du point de vue recherche, notamment dans les matières où je travaille, les sciences humaines, franchement c'est à faire peur, quoi. On se dit, mais Seigneur, j'ai consumé 300 heures de ma vie pour un article que 2 personnes et demie liront, vraiment. Donc il y a quelque chose de très sacerdotal dans ce métier. C'est un peu il y a un côté quand même non laïque ou moine laïque dans ces boulots-là. Et c'est ça qui finit aussi par rendre les gens un peu zinzin, je pense. C'est parce qu'au bout d'un moment, on a
tellement sacrifié, on a tellement travaillé, on a tellement fait passer tout le reste derrière ça. Je me rappelle la dédicace que j'avais vue dans le livre d'une linguiste. Elle avait dit « Merci à mon mari qui ces 10 dernières années m'a surtout vue de dos ». Vous vous rendez compte ? Non mais puis, bon. Donc, dans ces deux personnages, il y a ça aussi. Et malheureusement, c'est mon lot aussi, parce que moi aussi, je suis comme ça. Donc j'essaye de pas trop mal me comporter, mais je suppose qu'il y a des moments aussi où je suis insupportable et je casse les pieds à tout le monde avec ma marotte du moment. Mais en même temps, ces relations très passionnelles aux choses, qui sont parfois intransigeantes et absolues, elles existent, elles font partie de la vie, et pourquoi ne pas en parler ? Une dernière question peut-être ? Vous êtes né où, vous demande-t-on ? Je me permets de vous retourner la question. Pourquoi voulez-vous savoir où est-ce que je suis née ? Parce que, si je peux me permettre, parce que il y a un effet miroir. Et je suis originaire de Laxou, à côté de Nancy. Et mes grands-parents habitaient à Mirecourt. Voilà, ville d'histoire et d'art et de luthier. Et de lutherie, oui. Voilà. Et j'ai ma fille qui est musicienne et qui joue du scarlatti à l'accordéon. Donc ça me parle beaucoup. J'ai pas lu votre livre, mais je vais le faire et je vais l'offrir aussi à Louise. C'est une élève au conservatoire, elle est accordéoniste. Voilà, donc j'aurai le plaisir de lui parler de cette rencontre. Et entre autres, si vous le permettez, écoutez, ça m'aurait fait plaisir de vous envoyer un petit morceau de Louise, qui joue du scarlatti à l'accordéon. Ah bah volontiers, mais ça doit être très très beau. Alors pour l'anecdote, mes grands-parents, quand ils sont arrivés, se sont installés à côté de Mirecourt. Voilà. D'accord. C'est pas là où je suis née, mais ils se sont installés là. Et leur fils aujourd'hui est maire d'un village qui est à côté de Mirecourt. Alors donc, peut-être qu'on se connaît. Non, je pense pas, mais effectivement, ce sont des lieux familiers. Laxou, c'est là où j'habitais quand je faisais mes études, donc c'est D'accord. une petite coïncidence. Écoutez, j'aurai le plaisir d'en parler à ma maman, qui a 83 ans, et on a toujours de la famille à Mirecourt. Mais je me permettais de vous retourner la question, parce que parfois on me demande, par exemple, si je suis vraiment Lorraine. On m'a demandé récemment si j'étais une Lorraine de souche. Et ça me paraît un petit peu étrange comme question, parce qu'on ne choisit pas du tout où la vie nous fait naître. Et c'est un peu le problème du musicologue, c'est que la vie, elle l'a fait naître au Petit-Quevilly, près de Rouen, et que, ma foi, ça n'a pas été aussi doré. Donc on ne choisit pas ça. Tout ça, c'est très, très contingent. Et finalement, ce qu'on appelle les racines, c'est nous qui les fabriquons. Et je veux dire qu'on n'est pas du tout obligé d'être cramponné à un sol natal. Alors, quand on l'a aimé, c'est tout à fait logique qu'on y a des souvenirs heureux, c'est tout à fait logique qu'on y reste attaché, parce que c'est l'enfance. Et puis pour d'autres personnes, le salut peut être dans le départ, le salut peut être dans un enracinement ailleurs, il peut y avoir l'amour pour un lieu, il peut y avoir l'amour pour une personne qui est liée à un lieu. Et je suis toujours un petit peu circonspecte, parce que j'ai remarqué qu'on aime bien vous associer comme ça, quand vous êtes écrivain, vous associer à une région, etc. Et moi, je suis toujours frappée par l'incroyable contingence. Mais comme je dis toujours, si mes grands-parents ils s'étaient installés à Brest, je serais bretonne aujourd'hui. Donc finalement, c'est vrai. Il y a une grande part de hasard de la vie. Et ça n'en rend après les liens que plus beaux, parce que c'est les liens au lieu qu'on a choisi. C'est pas mal. Merci beaucoup, Hélène Gestern. Merci. Je vous indique bien sûr ce que vous savez déjà, à savoir qu'il y a des livres, son dernier livre, qu'elle se fera un plaisir, j'imagine, de dédicacer, de vous dédicacer. Je vous remercie. Votre sincérité et votre désir de justesse m'a beaucoup touché. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Merci à vous. Bonsoir.
Le livre d'Hélène Guestern, 555, est publié aux éditions Arléa. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée le 27 avril 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.